Bonsoir. Il y a donc 4 jours, le Premier ministre inaugurait la route nationale numéro 2, Ndioum-Richard Toll, ainsi que l'émissaire du Delta dans le cadre du Millennium Challenge Account Sénégal. Ce soir, nous allons faire le bilan donc de ce programme au moment où le compact, on l'appelle, boucle la durée légale de 5 ans d'exercice. 23 septembre 2015, top chrono donc, le projet est bouclé. Ce soir, nous recevons le directeur de MCA Sénégal, Papa Modou Ndiaye, mais tout de suite retour dans le nord du Sénégal avec Pape Bouna Thiaw pour nous faire vivre les temps forts de ces inaugurations avec le Premier ministre. Ce moment, les usagers du tronçon Richard Toll Ndioum sur la RN2 en rêvaient. Une route totalement réhabilitée, plus large et construite selon les normes de la CEDEAO. Le rêve ainsi réalisé a nécessité un investissement de 30 milliards de francs CFA du MCA. The rehabilitation of 120 kilometers of road stretching from Richard Toll. La réhabilitation de 120 km de route s'étendant de Richard Toll à Ndioum est le fruit de l'étroite collaboration entre le gouvernement du Sénégal et le Millennium Challenge Corporation du gouvernement des États-Unis. L'impact de cette route est évident pour tous ceux d'entre vous qui vivent dans cette région. La vallée du fleuve Sénégal est une région fertile et dynamique. La RN2 est un moyen essentiel de relier des personnes. Elle relie les fermiers qui vendent leurs produits sur les marchés le long de la route, ainsi que les marchands et les commerçants qui se déplacent entre Dakar et les pays voisins comme la Mauritanie et le Mali, et la population entre Richard Toll et Ndioum. La RN2 porte des enjeux socio-économiques énormes pour les populations de la zone. Cette réalisation du compact entre en droite ligne de la politique de développement de l'État du Sénégal. Cette route est une dorsale importante qui desservira en même temps toute la région du nord et de l'est du Sénégal, permettant de stimuler tout le potentiel agropastoral, touristique, artisanal et minier de cette partie de notre pays. Il me plaît de noter la place importante accordée aux questions environnementales, sociales, de santé et de sécurité dans la conduite de ce projet. Pour manifester leur gratitude, les populations de Richard Toll sont sorties en masse accueillir leurs bienfaiteurs. Le maire de la ville porte leur voix. Les populations de Richard Toll, notamment les porteurs de cartes, je vous salue, par ma voix manifestent leur gratitude au peuple américain et au gouvernement sénégalais et américain. Autre réalisation du MCA réceptionnée par le chef du gouvernement, l'émissaire du Delta. L'ouvrage fait partie du projet irrigation et gestion des ressources en eau du compact. Son coût s'élève à 40 milliards de francs CFA. Cet investissement améliorera l'irrigation sur plus de 42 000 hectares de terre, ce qui représente plus de 2 fois la superficie de Washington DC, la capitale des États-Unis. La production annuelle des exploitants agricoles sera améliorée, leurs revenus ainsi que ceux de leurs familles seront dynamisés et la croissance économique se trouvera ainsi pérennisée à travers la région. On estime à 260 000 le nombre de Sénégalais qui vont profiter des activités réalisées dans le cadre du compact de la Millennium Challenge Corporation dans le Delta. L'émissaire du Delta va considérablement augmenter les potentialités de production agricole de cette zone à travers la récupération de 40 000 hectares de terre, une superficie désormais exploitable. Au total, ce sont des contraintes qui ont longtemps pesé sur notre agriculture dans cette zone pendant des décennies qui viennent d'être levées. Le peuple américain ami, de par sa générosité, a permis de réaliser aujourd'hui ce rêve tendant à sécuriser de manière durable les conditions de production sur au moins 30 000 hectares de terre désormais soustraites à la salinisation. La bataille pour l'émergence, c'est d'abord celle de la sécurité alimentaire, dans laquelle la vallée du fleuve Sénégal occupe une place centrale. À leur manière, les populations de Diama et environ ont dit leur gratitude à l'endroit du peuple américain et du gouvernement sénégalais dans le nord du pays
Toutes les réalisations du MCA seront livrées avant la fin du compact en septembre prochain. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Faye. Vous êtes le directeur général de MCA Sénégal. La route, vous désenclavez un certain nombre de zones. L'émissaire du Delta, vous réglez un problème social lié à l'agriculture. Le compact va prendre fin dans quelques jours. Aujourd'hui, vous avez vu ces réalisations, ces travaux. C'est quoi le premier sentiment qui se dégage au moment où vous bouclez justement 5 ans de durée légale? Je vous remercie, M. Faye. Le sentiment que nous avons est un sentiment de satisfaction. Parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le week-end dernier, l'autorité du Premier ministre a procédé à l'inauguration de la route nationale numéro 2 entre Richard Toll et Ndioum, que nous avons réhabilité sur 120 km, mais aussi sur l'émissaire du Delta, donc à travers l'ouvrage qui a été donc, la station de pompage de Diama, mais aussi l'ensemble des terrassements qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet-là, au niveau du projet irrigation. Pour les deux infrastructures. Donc pour un montant de 40 milliards. Effectivement, l'inauguration de la journée du samedi a porté sur un montant global de 70 milliards. Donc 30 milliards pour le projet de la RN2 et environ 40 milliards pour le projet de l'émissaire du Delta. Aujourd'hui, ces projets, vous les avez livrés dans les délais? Oui, l'ensemble de ces activités-là qui ont été réceptionnées ont été livrées dans les délais parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le programme prend fin le 23 septembre 2015 et l'inauguration qui vient de se tenir pour le projet routier et pour le projet irrigation marque en tout cas la fin d'une étape importante qui a duré plus 5 ans où depuis le début du projet avec l'entrée en vigueur au 23 septembre dans la phase d'étude, la phase de sélection des entreprises et les travaux, on a pu réaliser dans cette zone-là d'importants investissements qui ont tourné environ à 135 milliards dans toute la zone nord. Après, la moitié du compact a été concentrée donc, dans cette zone-là, entre le projet irrigation et le projet routier. Est-ce que pour cette zone-là, tout ce qui a été prévu a été fait? On rappelle, dans 27 jours pile, vous rendez les clés. Est-ce qu'à ce jour, il reste des travaux à livrer ou alors est-ce que tout a été livré? L'ensemble des activités seront livrées à date. À ce jour, il reste un seul projet qui est en cours et qui sera finalisé au 15 septembre. C'est 11 projets. Je parle de la zone nord. Oui, de la zone donc, nord. il reste actuellement un projet qui n'a pas encore été réceptionné, qui sera réceptionné le 15 septembre. Oui. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des projets initiés dans la zone nord, qui sont au total de 7 projets importants, donc, seront livrés avant la fin du compact. Et il y a la zone sud? Au niveau de la zone sud, nous avons actuellement 4 projets en cours. Donc, au niveau de la route nationale numéro 6, 3 projets sur le projet routier et le pont de Kolda qui a déjà fait l'objet d'inauguration au mois de février dernier par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et sur les projets routiers, les 2 projets donc, sont bouclés et il reste un projet sur lequel effectivement les travaux sont encore en cours et qui ne seront pas finalisés à la fin du compact. D'accord. On nous a montré ici des infrastructures routières et un peu hydraulique, mais à côté de ça, vous avez développé quand même un important volet social qui a accompagné un peu, qui a jalonné un peu votre parcours dans cette partie du pays. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu de ces... Oui, en effet, ce qui a été réceptionné et inauguré donc la semaine dernière a consisté aux infrastructures d'envergure que sont le projet routier et le projet irrigation. Mais à côté de ces infrastructures, bien sûr, il y a un ensemble d'activités qui ont été financées dans le cadre de ce programme-là. Vous avez dû lever des populations quand même pour faire ces routes-là, pour faire... Oui, il y a certaines personnes qui ont été affectées par le projet, mais je dois dire que l'ensemble des personnes qui étaient affectées par le projet, aussi bien pour le projet irrigation et que le projet routier, ont fait l'objet d'indemnisation, soit en nature ou en numéraire, avant le démarrage des projets. Et à côté donc de ces infrastructures, comme je disais tout à l'heure, il y a un grand volet social qui a été développé, parce que sur les questions environnementales, sur les questions de genre, mais aussi sur les questions de réinstallation que vous avez indiquées tout à l'heure. Par exemple, sur le volet routier, l'ensemble des infrastructures de base qui sont le long de la RN2, à plus ou moins 100 mètres à gauche ou à droite de la route, ont fait l'objet de clôtures d'écoles pour les écoles qui n'avaient pas été clôturées, ou les postes de santé, ou même de réhabilitation de cases de santé ou d'écoles en tant que telles. Et donc un aspect social important aussi a été mené dans le projet Delta, où les responsabilités sociétales de l'entreprise nous ont permis d'équiper des postes de santé qui n'avaient pas d'ambulance, notamment dans la commune de Diama, mais aussi dans la commune de Ronc, où la MCA a pu donc donner des ambulances au niveau donc de ces postes de santé-là. Alors pour dire que globalement, au-delà des infrastructures sociales qui ont été mises en place, il y a, comme vous l'avez dit, d'importants investissements qui ont été menés sur ces questions-là, sociales, environnementales et de genre. Aujourd'hui, quelle est la nature des ouvrages que vous livrez à l'État du Sénégal?
Alors, je peux dire que nous avons quand même, dans le cadre de ce programme-là, réalisé des ouvrages de qualité avec des normes internationales, parce que dans le cadre de la réalisation du projet, nous avons utilisé les normes en tout cas de mise en œuvre avec la Fédération internationale des ingénieurs conseils, aussi bien pour le projet irrigation que pour le projet routier. Les infrastructures qui ont été mises en place sont des infrastructures qui répondent à ces normes de qualité et d'exigence environnementale qui sont vraiment des normes internationales et sur lesquelles nous avons donc donné ces ouvrages-là aux structures régaliennes de l'État pour le projet routier à l'AGEROUTE et pour le projet irrigation à la SAED qui auront la responsabilité au moment donc de la mise en service de ces ouvrages-là, d'assurer la maintenance et la durabilité de ces infrastructures. Et ça, c'est au moins sur une durée de combien d'années? Au moins, ils devront intervenir dans quelle Alors, durée, donc, comme c'est des ouvrages qui sont neufs, les entreprises qui ont réalisé ces ouvrages-là ont donc une garantie d'une année, pendant laquelle, pour l'ensemble des vices qui seront constatés, c'est les entreprises qui auront la responsabilité de corriger ces vices-là. Mais au-delà de ça, bien sûr, les structures que j'ai citées tout à l'heure, à savoir l'AGEROUTE et la SAED, ont la responsabilité d'assurer, comme les ouvrages qu'elles ont d'ailleurs en charge, d'assurer la maintenance et l'entretien, que ce soit l'entretien courant ou l'entretien périodique, pour ce qui est des infrastructures. Et nous avons travaillé avec la SAED et avec l'AGEROUTE pour ces questions-là d'entretien, pour qu'il n'y ait vraiment pas de problème. Nos projets que nous avons mis en place ont une durée de vie de 20 ans. Mais avant ces 20 ans-là, bien sûr, toutes les questions qui sont liées à l'entretien doivent être donc gérées par la SAED et par l'AGEROUTE. Et c'est des questions sur lesquelles on a beaucoup insisté. Et je dois dire que c'est des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages nouveaux pour aussi bien l'AGEROUTE que la SAED, parce que dans le cadre de la mise en œuvre du projet, nous avons signé des conventions donc avec l'AGEROUTE et avec la SAED, des conventions de mise en œuvre, où ces structures-là ont mis en place des unités de gestion de projet avec nous-mêmes et des équipes donc, qui ont travaillé dans la mise en œuvre des infrastructures. Donc les équipes de l'AGEROUTE et de la SAED connaissent bien les infrastructures qui ont été mises en place et donc de par cette connaissance-là, en termes d'entretien et de maintenance, ça ne devrait pas poser de problème. Mais ce sont des entreprises comme internationales, ce ne sont pas forcément des entreprises sénégalaises qui ont... Vous avez travaillé avec quelle entreprise en réalité? Alors, au niveau de ce projet-là, nous avons fait des appels d'offres internationaux, bien sûr, mais il y a des entreprises aussi bien nationales que des entreprises internationales qui ont gagné les contrats. Par exemple, la route nationale numéro 2 a été réalisée par une entreprise sénégalaise, un groupement d'entreprises sénégalaises, donc à savoir la CSC Sociétaire, donc qui a réhabilité la route nationale numéro 2. L'émissaire, il y a eu 2 contrats. Un premier contrat donc réalisé par une entreprise française et un deuxième contrat qui a été réalisé par une entreprise sénégalaise. Donc au niveau des appels d'offres, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les appels d'offres, c'est des appels d'offres internationaux. Et toute entreprise qui pense qu'elle a les capacités, aussi bien techniques, financières, organisationnelles, de pouvoir donc compétir, a le droit et la possibilité de pouvoir compétir. Et à l'issue d'un panel d'évaluation, donc l'entreprise qui est adjudicataire du marché se voit attribuer le marché. Et effectivement, dans le cadre de ces contrats-là, on a eu les 2 cas, soit des entreprises étrangères, soit des entreprises nationales. L'ambassadeur déclinait tout à l'heure un certain nombre de propos en disant que plus de 260 000 personnes vont être impactées directement par le projet du barrage de Diamant. Vous confirmez cela? Quels étaient les objectifs initiaux qui vous avaient été fixés? Alors, le projet irrigation dans son ensemble, effectivement, vise 260 000 personnes au niveau de la zone nord, tandis que le projet donc, de la route nationale numéro 2 vise 250 000 personnes, alors que la route nationale numéro 6 vise environ 1 100 000 personnes. C'est pour dire que plus de 1 500 000 personnes sont des bénéficiaires directs du projet donc, qui a été mis en place à travers le MCA Sénégal. Au niveau du projet irrigation, par rapport à votre question, nous avons réalisé 2 types d'activités. D'abord, au niveau des adducteurs du delta, l'ensemble des terrassements qui concernent, pour mettre au gabarit les adducteurs du delta et les ouvrages ont été réalisés. Et l'inauguration de la semaine dernière a concerné les ouvrages sur l'émissaire, donc qui constituent vraiment le drainage. Et ces 2 activités-là, ces 2 types d'activités au niveau du delta, effectivement, permettent de bénéficier à 260 000 personnes, qui était notre objectif de base. Et nous pensons que cet objectif a été atteint, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'ambassadeur est revenu sur cette question-là. Et ça nous a permis de pouvoir sécuriser environ 42 000 hectares de terre dans la zone du delta et au niveau de la cuvette d'Ngalente, 450 hectares. D'accord. Ce projet
a coûté au total 270 milliards au peuple américain. Vous l'avez dit, vous disiez tantôt que jamais le Sénégal n'a reçu un don de cette hauteur-là. Comment tout cela a été managé et qu'est-ce qui a conduit un peu à la mise en place de ce compact? Alors, c'est un montant important, effectivement, de 540 millions de dollars, donc, qui est réparti, qui compose deux projets essentiellement. Il y a un projet routier, 60% du financement est composé de routes, 31% de ce financement-là est composé du projet irrigation, donc dans la zone nord, et les 9% sont répartis entre l'administration, la gestion du programme, mais aussi le suivi et évaluation. Alors, le choix du projet est un choix national. C'est le Sénégal, en tant que pays, donc, qui a fait cette requête-là au niveau de la partie américaine. C'est le Sénégal qui a fait le choix des projets ou affecté le fonds? Oui, c'est le Sénégal. En fait, dans le cadre du compact avec le Millennium Challenge Corporation, c'est le pays qui reçoit le don, donc qui fait sa requête de financement. Et la partie américaine fait donc ce qu'on appelle un due diligence. C'est le Sénégal qui identifie les priorités. C'est le Sénégal qui identifie les priorités. Dans le cadre du compact spécifiquement, donc pour revenir aux deux projets-là, le Sénégal avait fait ce qu'on appelle une analyse des contraintes économiques. C'était en 2008. Et l'analyse des contraintes économiques a fait donc montrer que le Sénégal avait des contraintes essentiellement sur trois secteurs. D'abord le secteur des infrastructures de transport. Si on sait que l'essentiel en tout cas des transports de marchandises au Sénégal se font donc par la route, le secteur donc routier avait été identifié comme étant une contrainte importante, où trois niveaux ont été identifiés. Le premier, c'était que le réseau du Sénégal n'était pas aussi dense que cela, comparé à certains pays africains. C'est-à-dire que si vous prenez le nombre de kilomètres de route au Sénégal par rapport à la population, c'était assez faible. Alors, on avait aussi constaté que l'essentiel des routes du Sénégal était concentré dans la frange ouest du pays, notamment dans la région de Thiès et la région de Dakar. Et l'autre aspect aussi, c'était effectivement, nous avions aussi un problème de qualité sur donc, ce secteur, sur le réseau routier-là. Alors, le programme qui était proposé était donc un programme pour essayer de régler ces questions-là, c'est-à-dire proposer des projets qui n'étaient pas dans la frange ouest, notamment dans la zone nord et dans la zone sud, mais aussi essayer de régler cette question de qualité. Alors c'est pour ça qu'on avait identifié en son temps, avec donc bien sûr le gouvernement du Sénégal avait identifié deux routes importantes, à savoir la route nationale numéro 2 entre Richard Toll et Ndioum, mais aussi la route nationale numéro 6 entre Ziguinchor et Kounkané, sur un linéaire de 256 km, alors que la route nationale numéro 2 était identifiée sur un linéaire de 120 km. À côté de ces deux routes-là, il y a aussi les deux ouvrages importants qui sont les ponts de Ndioum et les ponts de Kolda, donc qui ont été financés pour le côté infrastructure donc de transport. Alors, sur ce qui concerne l'irrigation, donc ce qu'on avait identifié comme contrainte, c'était que l'accès à l'eau à valeur économique posait problème. Donc, la zone nord étant une zone à potentialité agricole très, très importante, il y a le fleuve Sénégal et beaucoup d'adducteurs. La SAED avait déjà identifié dans le cadre d'études anciennes beaucoup de difficultés à avoir des financements sur ces activités-là. Alors donc le gouvernement avait identifié comme étant des contraintes de pouvoir financer cette activité-là, qui est une activité importante au niveau donc, de ce programme-là. Le troisième élément qui était identifié comme étant une contrainte était donc lié à l'énergie. Alors au niveau de la partie américaine, effectivement, il doit faire un due diligence, s'assurer que le Sénégal, en tout cas la proposition du Sénégal, peut être réalisée dans les 5 ans. Parce que le délai de 5 ans est un délai impératif. Une fois que le programme entre en vigueur, on n'a pas la possibilité de dépasser ces 5 ans-là. Un deuxième aspect qui est important en termes de critères, c'est que le projet ne doit pas avoir un impact négatif sur l'environnement, mais aussi que le projet doit être rentable économiquement parlant. Alors les deux premiers aspects donc, ont été retenus, à savoir l'irrigation et les routes, mais le projet énergie n'était pas encore arrivé à maturité en termes d'études de faisabilité, qui faisait que ça devrait, en tout cas, si on devait le faire, ça allait sortir de la durée donc, des 5 ans. Donc la partie américaine avec le gouvernement du Sénégal avait retenu donc, de travailler sur ces deux aspects-là, que sont les routes et l'irrigation. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une requête du gouvernement du Sénégal, effectivement, que la partie américaine vient faire un due diligence. Oui, mais est-ce que aussi la latence n'est pas du côté américain? Parce que vous avez signé, le Sénégal a été éligible en 2004 et ce n'est que 3 ans ou 4 ans après qu'on a commencé à mettre en œuvre le plan pour ensuite impartir une date au Sénégal. Non, c'est le pays en tant que tel qui en fait prépare son projet. Parce qu'en 2004, ce n'était pas ce projet-là que le Sénégal avait. Vous savez, le Sénégal avait travaillé d'abord sur ce qu'on appelle la plateforme de Diamniadio. Et ce n'est qu'en 2008 qu'on a commencé à travailler sur ce compact-là. Et début 2008, on a signé le compact le 16 septembre 2009.
Et donc ce compact qui a été signé le 16 septembre 2009 pour un montant de 540 millions de dollars. C'est le Sénégal qui a changé un peu les thèmes de référence. Oui, en termes de collaboration, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le pays qui vient avec son programme. Si au cours de la mise en œuvre, le pays donc, change de stratégie ou a un autre programme, il peut toujours le soumettre à la partie américaine. Étant entendu que la partie américaine définit quels sont les pays qui sont éligibles pour soumettre un compact. Le Sénégal a été éligible depuis le début du programme, à savoir en 2004. Donc c'est en 2008 que cette phase-là a démarré, que nous avons travaillé sur la formulation du programme, qui a abouti donc, le 16 septembre 2009 à la signature de ce compact-là, qui est l'un des compacts les plus importants. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le compact le plus important qui est actuellement mis en œuvre à travers tout le monde. Donc, qui est un montant de 540 millions de dollars et qui vise les deux secteurs essentiels que j'ai soulignés tout à l'heure. Pour le Sénégal, vous avez consenti 60% du budget à la route, 40% à l'irrigation et 9% pour l'administration. Autrement dit, le fonctionnement, quand même, c'est énorme. Combien vous a coûté un peu le fonctionnement de l'agence durant ces 5 ans? Alors, le programme en tant que tel, comme je l'ai dit, 60% pour le projet routier, 31% pour le projet irrigation, les 9% c'est au suivi, évaluation et la gestion du projet. Alors, parce que quand vous mettez un projet aussi important, effectivement, il y a un budget. En moyenne, les agences d'exécution utilisent jusqu'à 10% pour la gestion du programme. C'est énorme quand même. Non, je dois dire que ça, c'est en termes de budget. Non seulement on a été à moins que cela, parce que les 9% incluent la partie suivi évaluation, mais en termes de mise en œuvre, aujourd'hui, si vous regardez notre mise en œuvre, moins de 60% ont été utilisés pour le budget de fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exécution du projet par rapport au budget qui a été prévu, en termes de fonctionnement, a été donc utilisé juste à hauteur de 60%, ce qui veut dire qu'il y a eu des économies sur les questions de fonctionnement. Alors que sur les questions d'investissement, l'ensemble des activités qui étaient prévues au niveau du projet ont été donc réalisées. Sur les 540 millions de dollars, 93% du financement a été engagé, dont 100% pour le projet irrigation et le reste pour le projet routier. Et donc les questions de fonctionnement, ce n'est vraiment pas des questions qui ont coûté de l'argent au programme. D'accord. 70 milliards pour le nord, pour le sud, ça vous coûtera combien? Alors, la route nationale numéro 2, numéro 6 du moins, pour le projet donc, routier en tant que tel, nous a quitté environ 100 milliards. 100 milliards. Donc vraiment 100 milliards. Il y a aussi le pont de Kolda qui a été réalisé. Donc, à hauteur de combien? Le pont de Kolda a été réalisé autour de 4 milliards. 4 milliards. Donc ça, les montants que je vous donne, c'est des montants hors taxe hors douane. Là, on est en deçà de 200 milliards. Ça, non, c'est des montants hors taxe hors douane et qui sont uniquement des montants en fait en termes de travaux. Ça ne tient pas en compte l'ensemble des études qui ont été menées, l'ensemble des activités sociales, tout ce qui est lié à la réinstallation, donc qui sont liés au projet. Donc 93% des 540 millions de dollars, c'est plus de 500 millions donc, qui ont été utilisés. Donc aujourd'hui, c'est un bilan conforme aux obligations que vous dressez? Alors oui, bien sûr. L'ensemble des activités qui étaient identifiées au niveau du projet, non seulement ces activités ont été démarrées, mais à part une activité qui ne sera pas finalisée, toutes les autres activités ont été réalisées. Je dois même dire qu'il y a des activités supplémentaires qui n'ont pas été identifiées à l'origine, mais par la gestion qui a été menée en termes de qualité de coût et de délai, les économies qu'on a pu mettre en place. Si je prends par exemple l'exemple du projet irrigation, où au début du projet, on avait un budget global de 170 millions de dollars, c'est environ 85 milliards, pour réaliser effectivement les adducteurs et l'émissaire du delta. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser l'ouvrage de Bango, qui est un ouvrage important qui a coûté environ 1 milliard 112 millions et qui, à l'origine du projet, n'était pas initialement prévu. Mais c'est parce qu'on a pu faire des économies, tout en réalisant l'ensemble des activités qui étaient donc prévues. On a pu faire des économies en respectant les standards de qualité qui ont été mis en œuvre pour pouvoir donc réaliser cet aspect-là. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans la mise en œuvre du programme. Vous avez parlé de standards, les standards de qualité. Vous avez travaillé sur la base de quelles procédures et de quels textes? Alors, le compact qui a été signé entre les deux parties, entre donc, le gouvernement du Sénégal et le gouvernement américain, donc, est un traité international. Et dans le cadre donc, de ce traité-là, nos procédures, c'est les procédures de Bayer qui ont été utilisées, notamment en termes de passation de marché, en termes de gestion financière, donc, qui ont été utilisées par les équipes de mise en œuvre du projet, que ce soit les équipes internes ou bien les équipes qui ont été recrutées dans le cadre donc, de l'exécution du programme. Oui, mais sauf que là, on est devant un don. Oui, c'est un don, mais un don qui a fait l'objet d'un traité international, donc une convention que le gouvernement du Sénégal a signée avec donc, un certain nombre de conditions, quoi. Je vous demande pardon? Je dis c'est un certain nombre de conditions qui l'ont accompagné, c'est ça? Vous savez, quand vous signez un contrat, c'est un contrat que les deux parties acceptent.
Et les deux parties ont accepté donc que ce contrat-là est un traité international, donc une convention. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur la base de textes internationaux? Oui, nous avons travaillé sur la base d'une convention internationale que le gouvernement du Sénégal a signée avec la partie américaine. Et cette convention-là a indiqué un certain nombre de guidelines, ce qu'on appelle des guidelines, en tout cas c'est des procédures, qui sont les procédures internationales, les procédures du bailleur de fonds, qui ont été utilisées aussi bien en termes de passation de marché qu'en termes de gestion financière, qu'en termes de gestion proprement dite même du programme. Ça veut dire, vous, en termes de passation de marché par exemple, vous n'êtes pas adressé à la RMP? Alors, en termes de passation de marché, nous avons utilisé effectivement les procédures du bailleur de fonds, qui sont des procédures qui sont très proches des procédures de la Banque mondiale et qui sont proches aussi des procédures nationales. Ça veut dire que l'appel d'offres, il est lancé. Et effectivement, au niveau de nos organes, que ce soit du côté national ou du côté donc, du bailleur de fonds, l'ensemble des avis qui doivent être demandés ont été donc, demandés, soit au niveau du conseil de surveillance, au niveau donc, de l'avis de non-gestion du bailleur pour mettre en place donc, ces procédures-là. D'accord. Ça veut dire que tout au long de l'exécution du projet, c'est un volet contrôle qui échappe un peu à l'État du Sénégal, qui est censé être quand même... oui, Non, ça n'échappe pas à l'État du Sénégal. Vous savez, le programme a été mis en place. Le MCA en tant que tel est une structure de l'État du Sénégal qui dépend de la primature, qui a été mis en place par un décret et qui a plusieurs organes, dont le conseil de surveillance, qui est notre organe d'orientation, et qui approuve nos budgets, qui approuve le recrutement du personnel cadre et qui valide tous les 3 mois, qui se retrouve pour valider les orientations du programme. Alors, à côté donc de ce conseil de surveillance-là, qui est composé de 13 membres, dont 9 membres du gouvernement, il y a 2 membres qui proviennent de la société civile et 2 membres du secteur privé, nous avons ce qu'on appelle le comité des parties prenantes, qui est un conseil consultatif, alors qui est basé aussi bien dans la zone nord que dans la zone sud et qui est dirigé par les gouverneurs des régions. Par exemple, le comité des parties prenantes de la zone nord est présidé par le gouverneur de la région de Saint-Louis, alors que celui de la zone sud est présidé par le gouverneur donc, de la région de Ziguinchor. Et au niveau de ces comités des parties prenantes, qui sont des conseils consultatifs, des comités consultatifs, nous travaillons avec les autorités à la base, les autorités administratives, les autorités locales, les populations. Et aussi, il y a le 3e organe de MCA Sénégal, donc la direction générale, qui a donc la responsabilité de gérer au jour le jour donc, ce programme-là. Donc l'ensemble de nos activités ont été approuvés par notre conseil de surveillance, qui est quand même un conseil autonome du gouvernement du Sénégal. Mais bien sûr, comme il s'agit ici d'un traité international et qui a été signé par 2 parties... On sait que les fonds quand même sont surveillés depuis le département d'État. Hein. Oui, le mouvement... Vous, finalement, vous rendez compte à qui? À l'État du Sénégal ou au département d'État? Quels sont un peu les rapports que vous avez entretenus avec le département d'État d'une part et le Sénégal d'autre part? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Millennium Challenge Account est une entité exclusivement sénégalaise, mise en place suivant les textes nationaux par un décret du président de la République. Mais dans la mise en place des fonds, la manipulation des fonds et l'exécution, c'est quand même des procédures qui sont au-delà de l'État du Sénégal. Qui travaille avec un bailleur de fonds qui s'appelle le Millennium Challenge Corporation, bien sûr, qui est une agence américaine qui dépend du département d'État. Et dans le cadre de la Convention, l'ensemble de nos activités qui sont mises en œuvre sont aussi bien validées par la partie sénégalaise à travers le conseil de surveillance, mais aussi validées par la partie américaine à travers le bailleur de fonds qui est le Millennium Challenge Corporation, dont nous utilisons les procédures. Et pour moi, l'obligation de rendre compte nous oblige à rendre compte donc, les autorités nationales, mais aussi la partie américaine à travers le MCC qui donne son avis de non-objection sur l'ensemble de nos activités pour être conforme aux procédures que le Sénégal a signées avec le bailleur de fonds et qui sont des procédures internationales qui sont éprouvées et qui sont acceptées, en tout cas dans le domaine de la gestion des projets, qui sont vraiment des procédures éprouvées par ailleurs. Par exemple, si je prends la question des questions d'infrastructure, nous utilisons les normes de la Fédération internationale des ingénieurs de conseil, FIDIC. Alors, nous avons recruté des cabinets indépendants, nous avons recruté des entreprises compétentes pour pouvoir exécuter les projets que nous sommes en train de mettre en œuvre. Bien sûr, cette obligation de rendre compte-là, des 2 côtés. La partie américaine, à travers les MCC aussi, est obligée de rendre compte à ses autorités. Et c'est dans le cadre-là que ce programme a été mis en œuvre en parfaite collaboration entre la partie sénégalaise et la partie américaine. Aujourd'hui, au regard de toutes ces procédures, vous partez comment la tête haute, vous avez le sentiment d'avoir accompli quand même une partie les obligations qui étaient les vôtres? Oui, bien sûr. Ça dit que nous avons un sentiment de satisfaction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Satisfaction parce que tout simplement, on avait un mandat important de mettre en œuvre un programme. C'est une gestion assez inédite pour vous. Ça a été mis en œuvre
pas seulement à travers ma personne, mais à travers toutes les équipes qui ont travaillé au niveau de MCA Sénégal, notamment notre personnel, qui travaille depuis 2010 sur ce programme-là, et qui est un programme très très important pour les autorités américaines comme pour les autorités sénégalaises. Vous savez, mettre en œuvre 540 millions de dollars dans un laps de temps de 5 ans, et avec toutes les procédures que nous savons, ça veut dire que si on parvient à le faire, c'est parce qu'on a... C'est un record, quoi, vous voulez dire? Non, c'est important. Je ne dirais pas que c'est un report, mais c'est quelque chose qui est important. Et si on est parvenu à le faire, c'est parce que nous avons une équipe. L'équipe nationale de mise en œuvre qui a été vraiment à la hauteur. L'équipe qui m'a accompagné pour mettre en place ces procédures-là, pour réussir ce projet-là, c'est l'équipe de MCA Sénégal. À travers cette équipe de MCA Sénégal, l'ensemble des structures avec lesquelles on a travaillé, avec qui on a signé des conventions. Je parlais tout à l'heure de la Géroute, de la CED, avec qui on a, dans le cadre de nos conventions, nous avons mis en place des unités de gestion et qui sont des équipes de cadres sénégalais qui ont pu quand même mettre en place cette structure-là, qui ont pu mettre en place des procédures donc, qui ont été à la hauteur. Et nous pensons que s'il y a une satisfaction aujourd'hui des deux parties, de la partie américaine et de la partie sénégalaise, c'est vraiment grâce à ces équipes-là, mais aussi à l'ensemble des prestataires avec qui on a pu travailler, que ce soit du côté études ou du côté des travaux ou du côté des consultants d'une manière générale. Et effectivement, nous pensons que ça a été une réussite importante dans le cadre de la mise en œuvre. Réussite, et récemment, vous avez reçu la visite d'une délégation de sénateurs américains qui a vu les ouvrages, un certain nombre d'ouvrages, en tout cas de manière très officielle avant nos autorités. Oui, nous avons eu le plaisir de recevoir une délégation du Congrès américain, donc composée de 3 sénateurs et de 2 représentants, donc de 5 membres, qui, donc, le vendredi 21, a eu l'occasion de visiter nos ouvrages dans le projet irrigation, au niveau donc, des infrastructures, mais aussi au niveau d'une activité très importante dans la commune de Gandon, qui est la question foncière. Vous savez, si aujourd'hui, au niveau de MCA, nous parlons de réussite, c'est en tout cas une de nos réussites les plus remarquables, c'est cette question-là foncière, où on a eu vraiment l'implication de l'ensemble des acteurs à la base, notamment les autorités administratives, les autorités locales, à travers donc toutes les mairies que nous remercions, les populations locales, mais aussi les autorités coutumières et religieuses avec qui on a travaillé pour arriver à des critères consensuels d'affectation des terres. Et donc, c'était l'occasion pour nous de pouvoir devant... un patrimoine important, quoi. Très important, parce qu'en termes de renforcement de capacité, quand nous arrivions, nous, on a fait la situation de référence au niveau du Delta et au niveau du Podor. On a travaillé avec ces populations-là. Effectivement, c'était quelque chose de très, très important. Et les sénateurs ont eu l'occasion de pouvoir le visiter et de s'en rendre compte. Dans 27 jours exactement, vous devenez un chômeur de luxe. Hein, ça veut dire que vous rendez les clés. Et à quand le prochain compact pour le Sénégal? Alors, le programme prend fin le 23 septembre 2015, comme vous l'avez rappelé. Après cela, nous avons une période administrative donc, de clôturer, qui est une période de 4 mois. Et un deuxième compact, le gouvernement américain, donc à travers le MCC, doit se prononcer tous les mois de décembre. Et au mois de décembre prochain, ils se prononceront sur éventuellement si le Sénégal a droit à un deuxième compact ou pas. Vous avez la conviction que notre pays peut être éligible à nouveau, non? En termes d'éligibilité, le Sénégal a été éligible depuis 2004. Ouais. Donc maintenant, ça continue, c'est une forme de prolongation. Cette éligibilité, elle est annuelle. Il est annuel du moins, mais à chaque fois, donc, pour avoir un deuxième compact, il ne suffit pas seulement d'être éligible. Il y a aussi d'autres critères qui sont mis en avant, notamment la réussite de ce compact-là. Mais c'est pour vous, qu'est-ce que les sénateurs vous ont dit? Celui-là a réussi ou... Oui, il y a une satisfaction des deux parties. D'accord. Aussi bien de la partie américaine que de la partie sénégalaise. Donc vous avez espoir que notre pays peut être éligible? Oui, nous espérons, mais je dois rappeler que c'est vraiment une décision du gouvernement américain à travers les MCC en décembre qui dira si le Sénégal est éligible en deuxième compact. Nous souhaitons que ce soit le cas et nous travaillerons vraiment avec l'ensemble des acteurs au niveau national pour que le Sénégal reste éligible dans le cadre de ce programme qui est très important. C'est moi qui vous remercie. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.